Vous savez ce qui fait chier? Les placements de produits. Bon alors pour les quelques-uns d'entre vous qui n'ont pas fait d'études de communication, un placement de produit, c'est grossièrement une publicité déguisée. Une société, qu'on appellera un annonceur, paye pour que son produit ou sa marque soit montré ou cité dans un film, une série, un clip vidéo, etc. Donc ça c'est un placement de produit, ça... Tu ne joues pas à Need for Speed Most Wanted. C'est aussi un placement de produit, ça c'est un double placement de produit, et ça c'est une farandole de placement de produits. Bon, pour être plus précis, on peut pas vraiment dire que le placement de produit soit en soi un cliché cinématographique, c'est avant tout un moyen de financement et de publicité. Ce qui est cliché en revanche, ce sont les usages qui en sont faits. C'est par exemple la propension étrange qu'ont les personnages de films à exploser des panneaux publicitaires. Ou bien la tendance qu'ont les réalisateurs à faire des effets de mise en scène inutiles simplement pour qu'une voiture ait l'air plus badass. C'est aussi la curieuse habitude qu'ont les distributeurs de Pepsi de faire du photobombing alors qu'on est en train de tourner une scène. Ou encore ce besoin irrépressible que semblent avoir les personnages de films récents, qui consiste à citer de manière compulsive des noms de sites internet. I got a tweet about this. According to Twitter, the motherfucker's Twitter, motherfuckers tweet motherfucker on Twitter. Super Combo. Et là, je ne parle que d'exemples récents, mais il est amusant de noter que le placement de produits est lié depuis toujours au cinéma, puisqu'on en rencontre déjà dans certains films des Frères Lumière, comme ici avec la marque de savon Sunlight. Bon, petit aparté puisqu'on parle de savon, j'imagine que vous êtes déjà demandé pourquoi on appelait des séries type Les Feux de l'amour des soap opéras. Ça veut dire quoi? Ouais, j'en sais rien. Bien, c'est simplement parce que les premiers programmes du genre, qui étaient d'abord diffusés à la radio dans les années 30, étaient en fait financés par des marques de savon, le but étant bien sûr de vendre de la lessive à la ménagère qui s'ennuyait toute seule à la maison. Et ça, mon vieux, je m'en moque complètement. Une fois qu'on a expliqué ce qu'étaient les placements de produits, il convient donc de se demander en quoi est-ce qu'ils font Parce que j'ai vraiment besoin de développer. Tout simplement, quand tu viens de payer 10 balles ta place de cinéma et que tu t'es farci près de 20 minutes de pub avant ton film, la dernière chose dont t'es envie, c'est qu'on continue à essayer de te vendre des clopes pendant que ton super-héros préféré est en train de se faire dérouiller la tronche. Et dans ce registre, le champion toute catégorie, c'est certainement Michael Bay. On peut d'ailleurs considérer que le placement de produit fait partie intégrante de son univers, au même titre que les explosions, les travelling circulaires, les jolies filles, les grosses voitures, les drapeaux américains et la dépendance au prompteur. Excuse me, I'm sorry. I'm sorry. Ok. À titre d'exemple, le troisième Transformers comportait pas moins de 71 marques différentes à l'écran. C'est-à-dire autant de petits parasites qui attirent sans cesse ton attention et te font sortir du film pendant de précieuses secondes, te rappelant constamment à ton rôle de spectateur-consommateur. Ainsi assailli de messages à caractère commercial, on réalise que l'on était bien naïf d'avoir cru contempler une œuvre d'art, alors que l'on a en fait payé pour regarder une publicité géante de près de 3 heures. Ce qui est aussi rageant avec les placements de produits, c'est la lourdeur avec laquelle ils sont souvent amenés. On peut citer des exemples assez connus, comme les Converse de Will Smith dans iRobot, Converse All-Stars, Vintage 2004. ou bien cette publicité même plus déguisée pour Beats dans le dernier Transformers. Mais je ne résiste évidemment pas à l'envie de vous montrer quelques-uns de mes placements honteux préférés. Comme les héros de Pearl Harbor qui utilisent une bouteille de Coca-Cola pour transfuser leur sang, ou comme le personnage de Resident Evil Extinction qui s'appelle Kmart, ce qui reviendrait chez nous à appeler un personnage Intermarché ou Géant Casino. Et enfin le bouquet final, véritable bijou de cinéma qu'aucun mot ne saurait décrire avec assez de force. Nom de Dieu ce que c'est con. Mais le summum de la honte est certainement atteint quand on se retrouve face à des films qui reposent entièrement sur un placement de marque. Parce que ouais, ça existe. C'est le cas de Bienvenue à Zombieland, dans lequel la quête des protagonistes est de mettre la main sur un Twinkie, une pâtisserie américaine bien connue. Et on peut aussi citer en exemple le film Les Stagiaires, qui a pour décor les locaux de Google, ou bien Unfriended, dont l'action n'est vue qu'à travers des fenêtres de discussion sur Skype. Si le placement de produit vit aujourd'hui de beaux jours, c'est parce qu'il est avantageux pour les deux parties impliquées. D'abord les studios, qui trouvent là une source de revenus considérable pour financer leurs films, et puis l'annonceur qui fait de la publicité de façon moins conventionnelle et qui se donne une image sympathique auprès d'un large public. Et quand on sait que la marque Ray-Ban a multiplié par 4 les ventes de son modèle Wayfarer après les avoir fait porter par les Men in Black, on comprend que les sociétés misent sur cette pratique. Mais du coup, le spectateur, lui,
N'est-il pas le seul à être lésé dans cette histoire? Eh ben, pas forcément. Le meilleur exemple récent, c'est certainement le film La Grande Aventure Lego. Bien que le film ne soit qu'un festival géant de placement de produits, il est pourtant excellent. On sent que les réalisateurs se sont amusés comme des gosses avec toutes les possibilités qu'offraient ces jouets, ce qui est en plus cohérent avec la philosophie de la marque. Alors quand on voit que la société Lego a augmenté son chiffre d'affaires de 3 milliards de dollars l'année de la sortie de ce film, on peut trouver ça énorme. Mais on peut aussi se dire que c'est quand même en partie mérité, parce qu'elle a eu le bon goût de laisser carte blanche à des gens talentueux pour le réaliser. Alors, quand est-ce qu'on peut considérer que le placement de produit est dommageable pour le film ou pour le public? Je dirais que c'est avant tout une question de dosage. Par exemple, quand Sally mange des M&M's, ça n'est pas forcément gênant. Le placement de produit est intégré assez naturellement à la scène, et on n'y prête pas trop attention. Mais quand Sally se sert un verre d'Evian après une nuit passée au Nirvana, c'est tout de suite beaucoup plus grossier. Parce que dans cette scène, on est normalement censé se focaliser sur le fait que Sally est en train de tomber amoureuse. Mais finalement, tout ce qu'on voit, c'est cette putain de bouteille qu'elle prend soin de tourner face caméra. L'autre notion importante, c'est évidemment l'inventivité, parce que si les exemples de placement de produits intelligents sont rares, il faut bien admettre que certains s'en sortent quand même mieux que d'autres. Dans les comédies, par exemple, on intègre souvent le placement de produits à un gag pour mieux faire passer la pilule. Bon, quand ce sont de piètres tâcherons qui s'y collent, ça peut carrément faire perdre toute crédibilité à des acteurs comme Al Pacino ou comme Jim Carrey. J'ai bu quelques Red Bull. T'as déjà bu du Red Bull? J'avais jamais bu de Red Bull, mais là j'ai bu du Red Bull cette nuit, j'adore le Red Bull. Et après le cours, on boit un Red Bull. Tu bois un Red Bull, je bois un Red Bull, on partage un Red Bull. D'accord, ce sera Red pour Bull. les amis. Ça a Red l'air... Bull. Je crois que ça va. Ça va me- Des boules. Mais par contre, quand des gens talentueux s'essaient à l'exercice, ça donne cette fameuse scène de Wayne's World. Contractor, no. I will not bow to any sponsor. Ici, personne n'est lésé. Le réalisateur s'offre une séquence qui reste dans le ton délirant du film, le spectateur se marre, et l'annonceur bénéficie d'une image cool auprès du public. Et dans ce cas précis, il en a pour son argent parce que cette séquence est devenue mythique et se retrouve constamment citée en exemple depuis plus de 20 ans. On retrouve un autre exemple d'utilisation créative du placement de produits dans le film Boyhood. Ici, les produits placés servent à marquer le changement de période tout au long des 12 années au cours desquelles le film a été tourné. En faisant utiliser aux protagonistes des objets symboliques d'une époque donnée, le film en capture l'atmosphère tout en marquant le passage du temps. Il s'agit donc de placements en forme de Madeleine de Proust, ce qui est plutôt ingénieux. Dans les idées amusantes autour du placement de produits, on peut aussi citer le cas des marques fictives. Il arrive notamment que des réalisateurs inventent des marques qui deviennent constitutives de leur univers, comme les fameux Big Kahuna Burger qui sont présents dans plusieurs films de Tarantino. This is a tasty burger. Mais on peut aussi évoquer le cas des marques qui sont en réalité des accessoires de cinéma fournis par des entreprises spécialisées et qui se retrouvent du coup dans bon nombre de films ou de séries. C'est le cas de la marque de bière Eisler, que beaucoup de vos héros favoris boivent, sans que vous ne vous en soyez rendu compte. Et ce qui est amusant ici, c'est que les réalisateurs jouent avec les codes du placement de marque, en demandant par exemple aux acteurs de bien tourner le produit face caméra, alors que ces marques n'existent pas dans la vraie vie. On peut alors se demander si le placement de produit n'est pas gênant que si le public connaît la marque qui est mise en avant. Par exemple, un spectateur non averti pourrait croire que les apparitions de la bière Eisler sont en réalité de honteux placements de produits. Et il aurait tort. Un autre exemple qui m'a marqué personnellement, c'est la fameuse scène de Lost in Translation dans laquelle Bill Murray tourne une pub pour du whisky. For relaxing times, make it Suntory time. J'ai adoré cette séquence quand je l'ai vue pour la première fois. Et je pensais que la marque Suntory avait été inventée pour le film. Mais quand j'ai appris qu'il s'agissait en fait d'un placement de produit de plus de 3 minutes, j'ai bien été obligé de reconnaître que ça ne m'avait absolument pas gâché le plaisir du visionnage. Suntory time. Bon, et pour se faire encore plus l'avocat du diable, on peut même aller jusqu'à se demander si dans un sens, le manque de placement de produit n'est parfois pas dommageable au film. Après tout, notre monde est rempli de marques diverses et identifiables, donc si un réalisateur veut créer un univers familier pour le spectateur, il n'est pas incohérent d'y implémenter des marques connues. Prenez cette scène par exemple. À quoi est-ce que vous pensez quand vous voyez cette bouteille? À du Jack Daniels. Donc si le but du réalisateur était de reprendre un design de bouteille connu pour créer un univers familier et mieux immerger le spectateur, c'est complètement raté. Parce que la mise en scène attire trop l'attention sur cette bouteille. Du coup, tout ce qu'on voit,
c'est que c'est une fausse bouteille. Et le pire, c'est que le plan suivant comporte 2 placements de produits. On voit alors en l'espace de quelques secondes une fausse bouteille et 2 marques bien réelles, ce qui casse la cohérence de l'univers que crée le film. Donc tout ce que nous rappelle cette séquence, c'est que notre protagoniste n'est pas un mec qui noie son chagrin dans l'alcool, mais bien un acteur qui fait semblant d'acheter du whisky dans un décor de cinéma. Alors oui, cette scène aurait certainement été moins gênante si la bouteille de whisky avait été un placement de produit. Et j'avoue que ça me fait un peu mal aux fesses de le dire. Parce que j'ai beau chercher des arguments favorables par honnêteté intellectuelle, j'avoue que je fais partie de ces gens qui s'exaspèrent de voir les marques déferler sur les films. Et même si j'avoue qu'il est assez difficile de trouver des chiffres pour illustrer le phénomène, on ne peut que constater en tant que spectateur que les placements de produits sont de plus en plus nombreux et de plus en plus visibles. L'une des raisons à cela, c'est notamment l'explosion du téléchargement illégal des films, qui a eu un vrai impact sur les ventes de DVD et de Blu-ray. Les producteurs savent maintenant que les films feront moins de recettes que par le passé. Mais comme nous sommes toujours demandeurs de films à gros budget, il faut bien qu'ils aillent chercher l'argent ailleurs. Du coup, le placement de produits devient alors une véritable aubaine pour eux. Parce que le fait est que les annonceurs continueront toujours à vouloir mettre de l'argent dans des films. En effet, que leur marque soit vue sur un écran de cinéma ou dans une version screener toute pourrie, eux ils s'en fichent, parce que dans tous les cas, leur marque est quand même vue par le spectateur. Mais heureusement, tous les réalisateurs ne succombent pas forcément à la tentation, et certains, comme David Lynch, s'inquiètent même des effets néfastes de la pratique. David, one time you said product placement is bullshit. At the same thing... I did said even more than that. Product placement in a film putrefies the environment. It's so absurd, but it's happening more and more. Ce que soulève tonton David, c'est que plus le placement de produits prendra de l'importance dans l'économie des films, plus cela aura de répercussions sur la qualité même des films produits. En effet, les annonceurs préféreront mettre leur argent dans des films qui feront le plus d'entrées possible. Du coup, pour attirer les annonceurs les plus frileux, les studios mettront plus facilement en chantier des suites de films, des remakes ou des adaptations plutôt que des scénarios originaux ou même un minimum subversif. Ce que je veux dire par là, c'est que les studios méritent évidemment qu'on leur reproche leur manque d'audace. Il ne faut pas non plus oublier que nous, spectateurs, nous jouons aussi un rôle dans l'industrie, et que notre comportement de consommateur peut avoir un véritable impact sur la qualité même de la production cinématographique. Et je me dis que si chacun réalise notamment que le piratage est à double tranchant, peut-être qu'on pourra faire en sorte que les choses s'améliorent un peu. En tout cas, d'ici là, matez du bon, matez de la merde, mais gardez un œil critique. Eh Simon, c'est bon, j'ai trouvé un torrent pour Avengers 2. Ah cool! 카ット頼むよ